la dette de l'État. Une dette de plus de 3 000 milliards d'euros qui pèse sur tout le monde sans jamais paraître concerner personne. Et pourtant... Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Bientôt, le remboursement de notre dette sera le premier budget de l'État. La France est à l'euro près. La France connaît ainsi l'extraordinaire paradoxe de conjuguer la dépense publique la plus importante du monde sans que ni les fonctionnaires ni les contribuables n'y trouvent leur compte. Qu'est-ce que vous faites du pognon? C'est ça, c'est la question que tout le monde se pose. Comment en est-on arrivé là? Quelles conséquences le poids de l'État fait-il peser sur notre quotidien? Et pourquoi cette situation s'annonce de moins en moins tenable? Lorsque Valéry Giscard d'Estaing arrive au pouvoir en mai 1974, la croissance est encore soutenue et la dette de l'État n'est évoquée par personne. En réalité, le premier choc pétrolier sonne le glas des 30 Glorieuses. Et depuis 1974, aucun budget de l'État n'a été à l'équilibre. Qu'est-ce qu'il suffisait de faire d'après les théoriciens qui l'accompagnaient? On augmentait les impôts pour lutter contre l'inflation et on augmentait les investissements publics pour lutter contre le chômage. Le bilan de tout ça, c'est la stagflation, c'est-à-dire plus d'inflation et plus de chômage. Et donc on enclenche un processus d'endettement qui est, alors là en France, particulièrement présent. Pour que la France rayonne, elle doit offrir un visage humain, libéral, mondialiste et moderne. Alors c'est à partir de 1974 qu'il y a un basculement qui va durer une quinzaine d'années et qui va voir les ingénieurs planificateurs disparaître des sphères du pouvoir. On assiste aux derniers efforts de l'État stratège qui avait beaucoup investi sur l'aviation, les trains à grande vitesse, le nucléaire, les infrastructures, la réindustrialisation. Le problème central, c'est que les énarques sont allés dans l'industrie pour bousiller l'industrie et ils sont allés dans la politique pour bousiller la France. Et c'est pourquoi je vous regarde ce soir, et c'est pourquoi aussi vous me regardez. Et c'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Après la victoire de François Mitterrand à la présidentielle de mai 1981, le gouvernement met en œuvre une politique de nationalisation et de protection sociale. Hausse du SMIC, retraite à 60 ans, 5e semaine de congés payés et semaine de 39 heures. L'effet est immédiat, cette politique accroît les déficits et alourdit la dette, au moment même où les taux d'intérêt s'envolent. Que François Mitterrand a ouvert la boîte de Pandore, c'est-à-dire on va augmenter les dépenses publiques, on va augmenter la dette publique. On empruntait en dollars à l'époque auprès de banques américaines et lorsque la gauche est arrivée au pouvoir, elle a lancé une grande politique keynésienne de relance par la demande qui s'est traduit par un fort déficit public et un fort déficit commercial, ce qui a aggravé le besoin d'emprunter en devises, en dollars, pour payer nos importations de pétrole et de tas d'autres choses. Et puis à un moment, les banques américaines ont dit non, on arrête de prêter à la France. Et donc on a failli se retrouver en défaut de paiement. Et les seuls qui ont accepté de prêter de l'argent à la France, ça a été la Banque centrale saoudienne, d'Arabie Saoudite. Et c'est après cet épisode qu'a été amorcé ce qu'on a appelé à l'époque le tournant de la rigueur. Il est grand temps d'arrêter la machine infernale. Dans un contexte de développement généralisé de l'endettement public dans le monde, les marchés de capitaux se nourrissent de l'envolée des dettes publiques. Naturellement. J'aurais bien fait de vous écouter. Seulement, pour tenir la compétition, il faut toujours emprunter davantage. En 1985, les obligations assimilables du Trésor sont créées. Pour des emprunts à 15 ans, la dette publique est transformée en produit financier. Puis, durant les 2 années de cohabitation du gouvernement Balladur, la dette augmente de près de 10 points. Dans les 2 occasions que j'ai eues d'exercer le pouvoir, je me suis efforcé de faire des choses qui allaient vers la libération de l'économie française, qui est caractérisée notamment depuis 1981, mais antérieurement ça avait déjà commencé, par une étatisation excessive
et donc un poids excessif de toutes les contraintes de toutes sortes. Car enfin, je le répète, nous sommes les champions du monde de tout ce qui caractérise une société collectiviste par rapport à une société libérale. Bon. Or, il y a un moment où on ne peut pas diverger par rapport au reste du monde. Et l'économie, c'est une chose assez simple, vous savez, finalement. Quand il y a des déficits, ensuite il y a de l'endettement. Chaque Français, y compris les bébés, au titre de la dette de l'État, doivent actuellement 55 000 francs. Je veux dire, on a atteint des sommets. Oui, la France n'a le choix aujourd'hui qu'entre le changement ou le déclin. Alors qu'il s'était fait élire sur la réduction des impôts, Jacques Chirac majore l'ISF et augmente la TVA de 2 points. Cela permettra à la France de respecter ses engagements européens, mais l'échec de la réforme des régimes spéciaux de retraite lui coûteront sa majorité aux législatives de 1997. La priorité, c'est la réduction des déficits. Et pour cela, il faut prendre des mesures qui peuvent être en contradiction avec ce que l'on veut faire plus tard. Vaut mieux 5 ans avec Jospin que 7 ans avec Jacques Chirac. Alors qu'il bénéficie d'une véritable cagnotte fiscale, le gouvernement de Lionel Jospin vote la réduction du travail hebdomadaire à 35 heures. Et les 35 heures, pas oublier, ont été accompagnées d'allégements de cotisations sociales très importants. Et on s'en est aperçu 2 ou 3 ans après, en 2002, où on est passé pour la première fois, avec l'Allemagne d'ailleurs, au-dessus du seuil de 3%. Mais après, l'Allemagne a fait des réformes et la France n'en a fait quasiment aucune. La France a été un laboratoire de la mise en œuvre de la fin du travail avec des effets totalement désastreux. Puisque la croissance française moyenne depuis 20 ans est de 1%, l'appauvrissement français par rapport aux Allemands est considérable. Le pouvoir d'achat des Français par rapport aux Allemands en relatif a baissé de 12% en 15 ans. Elle est belle la France, hein. En 2002-2003, Jean-Pierre Raffarin aurait dit à Jacques Chirac, écoutez, on va être condamné à Bruxelles, on commence juste l'euro, c'est plutôt quand même une mauvaise façon de lancer cette aventure en ayant des déficits aussi importants. Chirac lui dit, mais Bruxelles, ils vont pas nous envoyer des chars. Ils en ont pas. Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ce sentiment d'impunité, c'est le sentiment que celui qui fait des efforts n'est pas récompensé et celui qui au contraire laisse aller, laisse filer, se coule dans la facilité, non seulement n'est pas puni, mais d'une certaine façon est encensé. Il a répondu aux attentes de la population. Bon. Donc je crois que sur notre classe politique, il y a une sorte d'inversion des valeurs. Donc il y a des gens qui ont pris des décisions qui ont conduit à cet effondrement. Donc il faut nommer. Il faut nommer l'effondrement, il faut nommer les responsables. Parce que sinon, on ne peut pas sortir de la situation. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Bon, ça ne peut pas durer. Et si nous voulons nous écarter des agences de notation, il faut rembourser notre dette et réduire notre déficit. Parlons de la dette. Elle était de 900 milliards d'euros en 2002. Elle est donc passée à 1800. Le double. Le double. Nous devons faire des économies partout où elles sont possibles. Et j'ai la certitude que nous pouvons faire mieux en dépensant moins. Vous êtes en train d'expliquer pourquoi des gens veulent... Au contraire, je suis un critique des... Vous voyez, vous m'interrompez aussi. Vous m'interrompez aussi. Donc moi j'accepte. Mais vous acceptez pas, donc c'est un débat. Non, moi je vous dis, en cause personnellement. Je vous dis non, je mets encore. Je mets pas personnellement, je mets en cause votre discours. Vous êtes en train de vous faire l'avocat de l'immigration, l'avocat de la ce qui est votre droit. Je ne le conteste pas. Mais malheureusement pour vous, nous sommes en France, donc les Français attendent des gens comme nous qui sont sur les médias ou qui encore plus qui sont au pouvoir. Ils attendent qu'on parle de leur intérêt à eux.
Je ne conteste pas l'idée qu'il y a de la pauvreté, qu'il y a de la misère. Probablement que si j'avais été dans un pays moi-même, un pays d'Afrique et que je vivais dans la misère, j'aurais tenté de passer du côté riche du monde. D'origine égyptienne. Je suis d'origine égyptienne, sauf que moi, monsieur, je ne fais pas partie d'une immigration qui est un cheval, comme l'immigration actuelle. Vous avez actuelle. des origines sociales qui est un cheval de Troie. Moi, je suis issu d'une immigration, d'accord, qui considérait que venir en France était une chance à une époque où la France choisissait précautionneusement son immigration. Je ne fais pas partie de l'immigration, laissez-moi finir, je ne fais pas partie de l'immigration qui est venue après, à partir des années 80, qui est une immigration qui était une immigration cheval de Troie, une immigration revancharde qui œuvre pour maintenir grandes ouvertes les frontières pour que les colons qui suivent arrivent plus facilement. Je ne suis pas de cette immigration-là. Donc c'est pas parce que moi je suis d'origine immigrée que je dois participer à l'entreprise de détricotage et de destruction de la France entamée par le système que vous encouragez et système qui compte sur l'immigration massive pour compléter le travail. Moi je ne suis pas de cette immigration-là. Je suis d'une immigration assimilée à la France et en tant que tel, je défendrai la France et je fais mien le discours de Pierre Gentillet, bien que nous ne sommes pas de la même, ses ancêtres à lui sont gaulois, les miens sont pharaons, je ferai mien parfaitement son discours, parce que quand on a le droit de venir d'ailleurs, mais il faut devenir d'ici. Et pour devenir d'ici, on ne devient pas d'ici en disant vous êtes des salauds qui nous avez colonisés. Parce que je termine là-dessus, vous êtes pour un vivre ensemble, le vivre ensemble que vous prônez. Eh ben vous avez des gens comme ça, vous obligez les Français à vivre avec des gens qui les détestent. Et lorsque les Français réagissent, vous les traitez de racistes. C'est ça votre système. Father, 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 help us and some guidance from above. 'Cause right now people have me questioning.